L'anarchisme, l'anarchisme en quelque sorte, c'est une pensée politique qui va apparaître post-Révolution française, lorsque les bourgeois vont prendre le pouvoir sur l'ancien système, là, ce qu'on appelle, ce que les autres appellent l'ancien régime, n'est-ce pas? Donc là, on se retrouve avec des castes bourgeoises qui ne se privent pas pour exploiter la nouvelle classe qu'on appelle du coup les prolétaires, qui auparavant n'existaient pas, puisqu'il y avait tout un système, les corporations de métiers qui protégeaient les petites gens, hein, tout simplement. Et donc on se retrouve avec deux tendances grossièrement. Le soulèvement vendéen sera, on le sait, un échec. Donc il y aura un massacre à tout casser, ça donnera ce qu'on appelle lieu à la terreur. Et pendant la terreur, il y aura des dizaines de milliers de décapitations, et sur la majorité des gens qui seront décapités, on retrouvera des ouvriers, naturellement des hommes d'église, on retrouvera des maîtres de corporation, de métiers bien sûr, etc., etc. Donc il va y avoir un véritable massacre, ça va être une horreur. Et à ce moment-là, il y a deux visions possibles. Il y a la vision libérale, pour plein de raisons, pour des raisons purement mécaniques. Il se trouve que la nouvelle classe prolétaire n'adhère pas du tout, puisqu'elle souffre des affres de cette idéologie nouvelle. Il y a la pensée contre-révolutionnaire qui, elle est naturellement, vous l'aurez compris, très très faible. Hein, elle est massacrée, elle est réduite à peau de chagrin, terreur, convention. Bon. Et progressivement, vers 1830, il va commencer à y avoir les premiers mouvements, on va dire socialistes, et à l'époque, ça c'est une distinction à connaître, à l'époque, les socialistes utilisent la couleur rouge, mais ne disent pas qu'ils sont de gauche. Ils disent qu'ils sont socialistes. C'est-à-dire qu'ils voient le socialisme comme étant une pensée à part. Et à côté de la pensée socialiste va apparaître une autre école politique, c'est celle qu'on appelle l'anarchisme. Et donc là, donc après, ça va donner différentes ramifications au sein de l'anarchisme. Grossièrement, on dit souvent qu'il y a deux tendances dans l'anarchisme. Vous avez ce qu'on appelle l'anarchisme noir. Ce sont des gens qui ne se reconnaissent pour ceux qui utilisent le drapeau, parce que tous les anarchistes n'apprécient pas le fait d'utiliser un symbole. Mais donc le drapeau qui est vraiment noir, ce sont des anarchistes qui vont avoir plutôt une tendance individualiste, le rejet total de toute forme d'idéologie catégorique. Et après, vous allez avoir les anarchistes rouges et noirs qui, eux, ont une tendance beaucoup plus socialisante dans leur rapport. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau Café Richelieu qui démarre sur les chapeaux de roue avec Malcave. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Donc, comme vous l'avez deviné, je pense, cette vidéo sera consacrée à l'anarchiste, un sujet qui nous tenait à cœur d'aborder avec vous. Au petit déjeuner. Faut quand même admettre que c'est plutôt une boisson d'homme. Il a beaucoup de philosophie, mais il aime trop l'horififi. Sky sera présent également avec nous pour débattre. Bonsoir à tous. Pour débattre, que dis-je, pour discuter. Voyons. Bon sans transition, Malcave, je te laisse poursuivre sur ta lancée des différentes sortes d'anarchie qui existent et sur le petit historique que tu nous faisais. Alors on peut dire que Malcave est vraiment dans la définition, hein, donc du coup on va laisser poursuivre. Oui, c'était très intéressant. Là, pour le moment, en fait, la difficulté avec l'anarchisme, c'est que l'anarchisme, il y a des doctrines anarchistes, mais on ne peut pas parler d'idéologie en anarchisme. L'idéologie anarchiste, ça n'existe pas. Il n'y a que des doctrines. Ce serait un non-sens. En revanche, il peut y avoir des incointances. Par exemple, les anarchistes noirs vont avoir plutôt tendance à se méfier de toute forme, y compris d'une lecture marxisante de la société, où eux considèrent vraiment les anarchistes noirs sont catégoriques. L'histoire n'a aucun sens, ils refusent le principe de l'inertie, ils refusent tous les principes d'une hiérarchie. Ils sont catégoriques, ils n'en veulent pas. Ils considèrent qu'il est possible d'organiser une société sans aucune hiérarchie, à la seule différence qu'ils ne veulent pas avoir de compte à rendre avec autrui. Donc c'est une vision qui est plutôt individualiste. On est sur de l'autodéterminisme plutôt que sur un principe de hiérarchie et de société, en fait. Pour les anarchistes, et les anarchistes de manière générale, la hiérarchie, c'est pas bien. Oui, c'est-à-dire qu'on peut s'en passer. Ils le rejettent. On peut s'en passer, on peut faire sans. Ce qui va nous amener, du coup, à la troisième école qui existe, qui est moins connue, mais qui existe. Alors, avant que tu l'abordes, j'aurais une question. Je t'en prie. Tu dis qu'on peut s'en passer, on peut faire sans. Est-ce qu'il y a des conditions pour faire sans, ou est-ce qu'il faut s'en passer absolument? Alors, est-ce que c'est un but en soi, ou est-ce qu'il y a des conditions à remplir pour pouvoir s'en passer? Alors, c'est une très très bonne question. Par exemple, les anarchistes rouges et noirs, les socialisants, vont considérer que c'est possible de s'en passer, mais qu'il faut éduquer les masses. C'est-à-dire que chacun doit devenir son propre anarchiste pour ensuite faire de l'anarchisme commun.
Si tu me permets juste de dire cela, mais du coup, s'il faut éduquer les masses, il faut bien un système pour l'éduquer. Donc, Bien sûr, mais ouais. les anarchistes ne refusent pas l'existence des écoles ou de la justice. D'accord. Simplement, ils estiment que ça doit être fait par des assemblées populaires. Oui, c'est le principe de hiérarchie vraiment qui est remis en cause, c'est pas le principe de société. Exactement. D'accord. C'est exactement ça. Et du coup, il y a une question d'ordre moral, qui est sous-jacente sur l'éducation des masses. Ben alors, oui, tu vas vraiment avoir ça. Après, tu vas avoir les anarchistes noirs, eux, estiment qu'il suffit simplement de faire bloc et de refuser de participer à un système pour le mettre à genoux. Et en fait, curieusement, tu peux considérer que c'est la forme la plus révolutionnaire de l'anarchisme. C'est-à-dire, littéralement le fait de refuser de jouer le jeu. Là où les rouges et noirs vont plutôt avoir la tendance de, eh bien, on va s'armer. Je rappelle que les anarchistes sont généralement des gens qui s'expriment non pas forcément par la violence systématiquement, mais en tout cas par le fait d'être armé, c'est-à-dire le fait d'être capable de répondre à la violence bourgeoise, les premiers penseurs anarchistes appelaient la violence bourgeoise. Il n'y avait pas que, mais bon, c'est comme ça. Et en disant, ben voilà, nous, on veut avoir des armes, on veut pouvoir se défendre, et si vous nous emmerdez, on vous pend. Amen. Bon, il disait peut-être pas amen, mais l'idée était là. Ce que tu disais, par rapport à la morale, à l'éducation des masses, ça me fait penser que dans une société saine, et ça, il me semble que Sky, tu l'avais déjà souligné avec Aristote, si je me trompe pas, qui disait que dans une société où les gens seraient moralement éduqués et sans défaut, il n'y aurait pas besoin d'institutions de loi, en fait. Pour être plus précis, Aristote disait que toute personne à partir du moment où la société est édifiée dans la vertu, à ce moment-là, en fait, les lois deviennent obsolètes, elles deviennent inutiles. C'est ça. Et du coup, ça me fait penser à ça, ce que disait Malcave. Mais du coup, quel est notre rapport à l'anarchisme, nous royalistes, ou notre société, en fait, Malcave? Ben, si tu veux, le grand avantage de l'anarchisme comme doctrine, c'est que c'est extrêmement facile d'en extraire ce qui en fait à la fois sa force et ses faiblesses. Et donc, ça peut donner plein de dérivés différents dans l'anarchisme. Par exemple, il existe un anarchisme chrétien. C'est intéressant, ça. Je veux bien que tu le développes, vas-y. C'est-à-dire, la devise anarchiste que l'on connaît bien, c'est ni Dieu ni maître, mais il existe des anarchistes chrétiens, alors bon, une minorité, mais elle a existé, dont la devise était Dieu comme seul maître. Et l'idée est la même. Alors bien sûr, d'un point de vue plutôt gaucher, on peut dire oui, mais si t'as Dieu, c'est que t'as un maître. Mais d'un point de vue plutôt droitier, avoir la phrase qui te dit Dieu comme seul maître veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que personne, aucun homme ne peut me donner un ordre, et je n'ai à me plier à l'autorité, au statut de personne, puisque mon seul maître, c'est Dieu. Oui, je ne réponds de mes actes que devant Dieu. Et je ne réponds de mes actes, je ne réponds que de mes actes devant Dieu, oui, d'un point de vue religieux. Oui, bien sûr. Parce que par contre, ça ne t'empêchera pas de commettre un crime, un délit, et dans ce cas, la communauté dans laquelle tu es inscrit, même en tant qu'anarchiste, eh bien, peut porter sur toi un regard de la justice humaine. Oui, ça, bien sûr. Bien sûr. Par contre, ça limitera grandement des actes tels que des crimes, puisque justement il y a cette morale chrétienne derrière, sous-jacente. Oh, disons. Alors du coup, l'anarchisme chrétien, en fait, ça va plutôt être en opposition avec le clergé, d'une certaine manière. C'est pas seulement l'État, c'est aussi pour avoir une forme de liberté de pensée religieuse. Alors attention, dans l'anarchisme chrétien, il y a naturellement des protestants, mais il y a aussi des catholiques. C'est-à-dire des gens qui reconnaissent l'autorité de l'Église, l'autorité du pape, et qui n'en doutent pas un seul instant, parce que les lois les textes de la Sainte Église catholique, apostolique et romaine sont très clairs. Le pape est le saint vicaire du Christ. Vous me corrigez si je me trompe. C'est pas saint vicaire, c'est ça? C'est juste le vicaire du Christ. Oui, vicaire, oui. Ah, ok. C'est pas faux ce que tu viens de dire, donc t'inquiète pas. Ouais, et le vicaire, le pape est le vicaire du Christ, là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais simplement, il va y avoir vraiment une distanciation vraiment vis-à-vis de tout ce qui ne va pas être propre à l'enseignement. Mais très souvent, les anarchistes chrétiens étaient plutôt des protestants. Et évidemment, le libre examen a permis l'émergence de cette pensée-là. Dans l'anarchisme, j'entends. Alors, excuse-moi, car je me suis égaré, je reviens sur ce que tu me demandais vis-à-vis du royalisme. Eh bien, l'anarchisme et le royalisme partagent la même caractéristique. Et c'est très étonnant parce que, je vais vous expliquer ça comme ça, c'est la particularité de notre école politique. Le royalisme seul n'est pas une idéologie, c'est une doctrine. Alors la différence entre une doctrine et une idéologie, c'est que l'idéologie, elle naît d'abord sur le plan théorique, pour ensuite chercher une application dans le réel. Alors que dans le cas de la royauté, c'est l'inverse qui s'est passé. C'est-à-dire que la royauté était établie, alors la royauté française, espagnole, portugaise, anglaise naturellement, et ce sont les gens qui vivaient sous ces royautés
qui en ont écrit à la fois naturellement les qualités de ces systèmes, ce que ces systèmes-là, les systèmes de la royauté, donc des royautés, pardon, permettaient, et également les défauts. Et tu peux considérer, par exemple, que l'un des tout premiers penseurs de la royauté française, c'est Saint-Rémy. Oui, effectivement, oui. Alors, j'apporterai juste une nuance à ce que tu viens de dire. La royauté, alors tout à fait, hein, ce que tu dis est tout à fait vrai, c'est-à-dire que ça se base sur le constat du réel, et ça va ensuite progresser, grâce à l'édification, à la morale, vers quelque chose de plus élevé. On ne part pas du monde des idées de Platon pour contraindre cette idée à s'appliquer à la réalité, plutôt contraindre la réalité par cette idée. On part du réel, de l'expérience des siècles, qui s'améliore au fur et à mesure. La base, alors c'est par exemple la royauté directement, ça viendra plus tard, c'est la monarchie qui est le régime naturel de toutes les communautés humaines, c'est-à-dire le principe d'un chef qui dirige une communauté, ça peut être un chef de clan, de tribu, c'est comme ça que ça démarre, et ensuite ça se structure progressivement jusqu'à arriver à l'échelle de l'État, ce qu'on voit comme monarchie d'un point de vue plus moderne. Et donc c'est à partir de là qu'effectivement tout va se construire, et je suis d'accord avec toi sur le principe que l'anarchisme partage ce point commun avec la royauté, c'est qu'ils sont tous les deux basés sur ce qu'on pourrait décrire comme un ordre plutôt naturel, une forme de droit naturel, on va dire, alors la hiérarchie bien sûr va être naturelle également, et c'est ce qui va donner la monarchie. Le refus en fait de cette hiérarchie amène à l'anarchisme, mais dans tous les cas, on part d'un postulat de base, c'est le libre arbitre en fait de l'individu et sa capacité à pouvoir décider pour lui-même dans son environnement. Et à partir de là, en fait, soit on accepte la structure qui arrive, soit on s'y oppose. Et c'est ce qui doit faire fondamentalement, je pense, la différence entre les deux. Alors, tu as dit beaucoup de choses, mais je vais rester sur le dernier point que tu as soulevé parce que justement, ça va nous faire apparaître, ça va nous permettre de parler de cette fameuse tendance qui existe dans l'anarchisme, qu'on appelle l'anarcho-royalisme. Alors, sur l'anarcho-royalisme, je vais vous demander de vous représenter mentalement un prisme qui va du très très noir jusqu'au très très blanc. Et les anarcho-royalistes se placent quelque part sur ce prisme, tous. La particularité des anarcho-royalistes, c'est que ce sont tous des royalistes, au sens strict. Le royalisme, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de vouloir vivre sous une royauté. Donc, vous allez avoir, par exemple, des anarcho-royalistes qui vont être très très proches du côté blanc, parce que, je ne sais pas, ils sont catholiques, ils sont traditionalistes, ils sont même conciliaires, peu importe, ou alors ils peuvent être athées. Ça existe. Il existe des royalistes qui sont athées, qui nous écoutent et on les salue. Et ensuite, par contre, progressivement, certains anarcho-royalistes, par exemple ceux qui vont véritablement détester l'idée qu'il faut un roi, ils vont plutôt se retrouver du côté noir. Et donc, ils sont royalistes, et j'insiste bien là-dessus, ils sont royalistes parce que, en fait, ils sont déçus. Et c'est ça la caractéristique de beaucoup d'anarcho-royalistes, surtout ceux qui sont vraiment les plus noirs de tous. D'ailleurs, vous savez, je parlais des trois types d'anarchisme, donc l'anarchisme noir, l'anarchisme rouge et noir. Et donc l'anarcho-royalisme, lui, leur drapeau, c'est le noir et le blanc, en diagonale. Bon, ça c'est la petite parenthèse. Justement parce que il concilie ces deux visions-là. Alors, comment est-ce que quelqu'un qui déteste le roi peut vouloir souhaiter la restauration du royaume de France? Le raisonnement, il est plutôt simple. Généralement, c'est par une forme de dépit pour ces gens-là. L'idée est qu'en somme, les anarcho-royalistes les plus durs considèrent qu'en fait, l'anarchisme, il y a du bon dans l'anarchisme, mais que c'est impossible de vivre, c'est-à-dire que, c'est un peu ce que tu disais avec Aristote, il est absolument impossible de se soustraire à la loi naturelle. Tu me parlais de libre arbitre, pour beaucoup de gens, et pas forcément des anarcho-royalistes d'ailleurs, en fait, nous ne sommes pas vraiment libres. Nous dépendons des modalités du groupe qui nous entoure. Nous ne sommes pas qu'esprit, nous ne pouvons pas nous autodéterminer tout seuls. Nous ne pouvons pas faire notre marché tout seul. Nous sommes soumis à des dictats biologiques. Nous sommes soumis à ce que nous avons mangé, à notre alimentation, à notre cercle familial, à notre cercle proche, à nos rencontres, à nos expériences, à notre vécu. Bref. Et tout ceci fait qu'en fait, ce que les chrétiens appelleraient peut-être, les catholiques, appelleraient le libre arbitre, est une vision qui est plutôt mise à mal pour les anarcho-royalistes, qui, en somme, aimeraient bien vivre en anarchie, mais en fait, ils savent que c'est un vœu impossible. C'est un vœu pieux, si je peux me permettre. De dire, oh oui, ça serait bien si, mais en fait, c'est absolument impossible. Alors, les anarcho-royalistes, les plus noirs, les plus durs, vont considérer que le meilleur est d'avoir un roi. L'avantage, selon eux, c'est de régler la question de l'État. On règle la question de l'État, dire,
Très souvent, c'est ça, c'est la vision qu'on va y retrouver. Les anarcho-réalistes veulent un roi qui soit petit, mais très dur sur son pouvoir régalien. C'est-à-dire, il ne dispose pas d'une administration abrutissante, paralysante, envahissante, mais sur le peu qu'il a, il est dur. Et il fait son travail de roi. Enfin, c'est pas le travail, mais vous voyez ce que je veux dire. Oui, c'est très imagé, mais on comprend bien. Alors, moi, je me demandais, là, on est très théorique, mais l'anarchisme dans notre société moderne, qu'en est-il? Comment se comporte-t-il? Parce qu'on n'en voit pas tous les jours des anarchistes, ou alors on les repère pas forcément. Enfin, c'est Monsieur Tout le Monde. Alors, c'est Monsieur Tout le Monde, oui et non. Normalement, dans un monde sain d'esprit, ce qui n'est pas notre cas, effectivement, l'anarchiste, c'est Monsieur Tout le Monde. On a tous un petit peu entendu, lorsqu'on était plus jeune, cette caricature de l'anarchiste qui s'en va et qui pose des bombes et qui tue des gens. Et ces gens-là ont existé, hein, attention. Les anarchistes qui posaient des bombes et qui tuaient des gens, ils ont existé. Alors, moi récemment, quelqu'un m'a dit, on est tous plus ou moins anarchistes. Alors, c'est effectivement, c'est plutôt vrai dans le cas dans le cas du royalisme. En fait, si tu veux, c'est plutôt vrai parce que ça vient du point d'accord que nous avons entre nos deux écoles politiques, c'est-à-dire les anarchistes et les royalistes. L'ennemi que nous avons en commun, c'est les libéraux. Car les libéraux considèrent que, en somme, on peut résumer l'intégralité des sociétés ainsi que leur complexité, leur anthropologie, leur ontologie, etc., par le droit et le droit seulement. Alors, précision, le droit positif, du coup. Le droit légal. Oui, enfin, le droit du papier, en somme. Donc ça te donne des raisonnements absurdes où on va te dire, mais pourquoi est-ce que cette personne est SDF alors qu'elle a le droit d'acheter une maison? Ça peut vous faire sourire, mais ne riez pas, parce que les libéraux, ils raisonnent comme ça. Ce monsieur est SDF, pourquoi il reste dans la rue? Il pourrait très bien s'acheter une maison. Il a le droit d'acheter une maison. Parce qu'il a le droit de travailler. Il a le droit de travailler. Il a le droit de travailler, donc il a le droit de gagner de l'argent pour pouvoir accéder au droit d'acheter la propriété. Ah oui. Ah oui, madame, vous voulez vendre votre utérus pour porter l'enfant d'une autre femme qui sera plus riche que vous? Bien sûr, vous avez le droit. Mais sauf que c'est la femme qui loue son utérus. Elle le fait pas parce qu'elle a le droit. C'est pas la liberté qu'elle a. Elle le fait parce que ses conditions socio-économiques l'obligent à le faire. Sinon, elle meurt. Et donc ça, c'est l'arnaque. C'est-à-dire, donc les anarchistes et les royalistes sont d'accord pour dénoncer l'arnaque qu'est le libéralisme. Alors le libéralisme au sens très très large du terme, parce que vous avez le libéralisme économique, vous avez le libéralisme sociétal, et après vous avez le libéralisme philosophique. Pour cette raison qu'on a toujours un peu de mal lorsqu'on parle de libéralisme, à savoir s'il faut le placer plutôt à gauche ou plutôt à droite, d'une manière générale. Mais bon. Mais du coup, la question que je me pose, c'est comment est-ce qu'on identifie un anarchiste dans la société moderne aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il caractérise, en fait, qui fait que du coup, on sait que cet homme-là est anarchiste? Anarchiste revendiqué, hein, pas anarchiste comme on l'est tous un peu. Bah, un anarchiste revendiqué, si tu veux, ça ne se voit pas. Tu vas plutôt le reconnaître. Généralement, il va refuser de crier avec les loups, par exemple. Il ne sera pas de ceux qui va gueuler facho avec tous les autres. Il va refuser de participer à un mouvement de foule. Ça me fait penser... La question est pas très évidente parce que les anarchistes... Excuse-moi. Vas-y. Désolé. La question n'est pas du tout évidente à répondre parce que la majorité des anarchistes sont soit de nos jours des gauchistes dégénérés qui sont bons qu'à faire du matu vu sur les réseaux sociaux, la majorité du temps, soit des gens extrêmement discrets qui gardent leur opinion pour eux et qui sont extrêmement sages. Je prends un exemple nous sommes sur YouTube, les gens connaissent ce monsieur, il s'appelle Arnaud Thierry, il tient une chaîne d'astronomie. Ce monsieur est anarchiste. Il l'a dit plusieurs fois déjà. Il a dit, voilà, je suis anarchiste. Ta description me faisait penser à un autre youtubeur, Chris Papillon. Ah, ou alors, si je me trompe pas, tu as raison, effectivement. Je trouve qu'il rentre assez dans la définition. Papillon, alors, il me semble qu'il a un passé d'anarchiste. J'ignore s'il l'est encore. Le côté ne pas crier avec les loups, c'est tout à fait lui, en fait. Par principe, un anarchiste ne suivra pas la masse. Il n'est pas influençable par une idéologie. Il est libre de sa propre conscience, en fait. Et du coup, ne rejoindra pas les mouvements de foule. Tout à fait. Généralement, il a horreur de ça. Il est capable, en revanche, il est capable de faire du commun. Soutenir une cause commune. C'est-à-dire, il est capable d'aller voir d'autres membres de la société, membres de son groupe, et de dire, bon, bah voilà,
j'ai tel projet, je veux construire telle maison, etc. On va faire ça, 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 ça. Toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Et moi, je vais faire ça. C'est-à-dire, ils y vont en commun. Et ça a donné, donc, en anarchisme, un truc qui est très important par l'un des plus grands auteurs anarchistes du monde, pas le meilleur, mais moi je l'aime beaucoup parce que c'est lui qui m'avait initié à l'époque à la pensée anarchiste, c'est bien sûr Pierre-Joseph Proudhon, qui a écrit Pierre-Joseph Proudhon. C'est extrêmement compliqué de parler de cet homme, parce qu'en fait, toutes les citations que vous avez de Proudhon, l'inverse existe. Je vous donne un exemple. La citation « La propriété, c'est le vol ». Ça, c'est Pierre-Joseph Proudhon. Et si quelqu'un vous envoie cette phrase dans le visage, vous avez qu'à lui répondre avec une autre citation « La propriété, c'est la liberté ». Pierre-Joseph Proudhon. Voilà, donc c'est très compliqué de citer du Proudhon parce qu'on trouve forcément son contraire quelque part. Est-ce qu'on peut dire qu'il a dit tout et son contraire, du coup? Juste une parenthèse par rapport à Proudhon et la propriété, c'est le vol. En fait, c'est vrai qu'il a évolué dans sa pensée, mais surtout, ce qu'il voulait dénoncer, c'était le monopole. Tout à fait. C'est-à-dire la trop grande propriété. Tout à fait, oui, tout à fait. Et quand il dit la propriété, c'est la liberté, c'est la propriété à taille humaine, quoi, à taille familiale. En fait, la propriété de tous, c'est la liberté, et la propriété concentrée entre les mains de certains, c'est du vol. Voilà, c'est... Oui, et en gros, c'est ça. Effectivement, là, pour le coup, je m'étais plutôt intéressé sur le fait qu'il y avait très souvent un contraste dans les textes de Proudhon, et qu'il était très difficile de le citer sans se faire contredire par Proudhon lui-même à quelques livres près. Mais effectivement, lorsque Proudhon parle et il dit la propriété c'est le vol, il ne parle pas de la propriété privée, il parle de la propriété des grands exploitants, où il explique que ceux qui possèdent exploitent. Des monopoles. Oui, ceux qui possèdent beaucoup exploitent, ouais. Oui, le monopole. Très très bien. Et alors, du coup, vu qu'on en est à parler de Proudhon et qu'on parle d'anarchie plutôt de droite, finalement, quel est le lien entre l'anarchie et le principe de royauté? C'est un peu, pour reprendre mon exemple de tout à l'heure, avec le prisme entre le très très blanc et le très très noir anarcho-royalisme, justement la particularité de cette école de pensée, de l'anarcho-royalisme, j'entends, c'est que justement il y a un peu de tout. Tu vas vraiment trouver des gens qui disent voilà, je suis anarchiste, mais j'aime bien l'idée qu'il y ait un roi parce qu'il faut quelqu'un pour s'occuper de l'État. Et celui qui va dire moi je suis anarchiste, je déteste tous les symboles de pouvoir, mais il faut bien que quelqu'un tienne la boutique parce que je sais très bien que l'anarchisme tel que je l'aime au fond de moi, il est impossible. Il est probablement impossible. Donc on va mettre un tocard sur un putain de trône et il nous cassera pas les couilles. Mais du coup, je vais me faire l'avocat du diable. Est-ce que l'anarcho-royalisme, c'est pas un peu un aveu d'échec des anarchistes? Mais bien sûr. En fait, si tu veux, c'est pas vraiment un aveu d'échec. Les anarcho-royalistes ne considèrent pas, encore une fois, l'échec, ça vaudrait pour lorsqu'il s'agit d'une idéologie. Il n'y a pas d'échec dans l'anarchisme. Il y a que l'expression de la pensée de certains. Je sais pas si je suis bien clair. Si. Par exemple, si tu veux, Kropotkin, Bakounine, Proudhon, et même Stirner, que certains mettent dans l'anarchisme, bon, c'est un peu bizarre, mais admettons, ils sont pas du tout d'accord. Ils ont une philosophie, une approche, une façon de faire qui est très très différente. Oui, d'une certaine manière, on peut dire qu'il y a autant de formes d'anarchisme qu'il n'y a d'anarchistes, parce que finalement, chacun en fait constate l'anarchisme comme il l'entend. En fait, oui. Vu qu'on est sur une pensée individualiste. Individualiste, pas nécessairement, mais en tout cas, oui, il y a l'idée que tu vas, si tu veux, par exemple, tu vois, Bakounine et Proudhon, ils sont pas du même pays. Ils ont une conception des rapports de force sociaux qui sont tellement différents qu'ils vont pas du tout, mais alors pas du tout avoir la même conclusion. Oui, le prisme est pas le même. Mais le prisme de départ. Là où tous ces anarchistes, se rassemblent, je pense, enfin en tout cas de mon point de vue, c'est sur la constatation en fait de l'ordre naturel tel qu'il a été établi. C'est-à-dire qu'en fait, nous ne pouvons pas, comme tu le disais tout à l'heure, nous soustraire aux lois naturelles. Nous devons faire avec, quoi qu'il en soit. Et en fait, dans la nature émerge obligatoirement en fait une forme de hiérarchie. Elle n'est pas calculée, elle est de fait. En fait, il y a toujours un leadership qui apparaît, enfin, je devrais arrêter d'appeler ces anglicismes, on va dire un meneur qui apparaît à un moment donné et qui entraîne tel un moteur en fait les autres derrière lui. Et il y a toujours autour de ce meneur en fait des gars qui vont être ses lieutenants d'une certaine manière et qui vont orchestrer tout autour les choses comme l'organisation de la vie en communauté. Donc en fait, je pense que c'est là le lien qu'on peut faire entre le principe de royauté et l'anarchisme, c'est cette reconnaissance à partir du moment où l'anarchiste en fait
constate l'ordre naturel tel qu'il est et constate qu'il ne peut pas s'y soustraire de base. Il ne part pas dans l'idéologie, il est dans le réel. Et à ce moment-là, en fait, on est sur ce qui nous unit en tant que royalistes à ces gens. Et ce que ces gens, en fait, ont de commun clair avec nous. C'est qu'une fois qu'on constate qu'il y a un ordre, on ne peut être que dans le même camp, en fait, dans le principe. Après, bien sûr, l'évolution et la constatation de la société telle qu'elle devrait être, voilà, ça va être encore autre chose. Si je peux me permettre de faire l'avocat du diable encore une fois. Oui, je t'en prie. Une petite question à Malcave. Est-ce que ce qui différencie l'anarchiste du royaliste, est-ce que ce ne serait pas l'ordre des priorités? C'est-à-dire que l'anarchiste mettrait en avant d'abord les libertés individuelles avant l'ordre naturel, et le royaliste l'ordre naturel avant les libertés individuelles. Ben, si tu veux, alors déjà c'est très pertinent, c'est un très très bon commentaire. Et ensuite, je ne vois pas en quoi ça fait de toi l'avocat du diable. Parce que oui, effectivement, c'est exactement ça. D'accord. Il faut bien comprendre que pour l'anarchiste, l'ordre naturel, c'est, si tu veux, ça existe. Dans notre cas, en tout cas, pour l'anarchisme de droite, ça existe. Mais c'est pas parce que ça existe qu'il faut se mettre à genoux devant. C'est précisément parce que ça existe qu'il faut se dépatouiller avec ses pairs pour justement, améliorer notre situation. Enfin, améliorer notre situation. On va mettre ensemble des forces. C'est ce qui a donné en anarchisme ce qu'on appelle le mutualisme, c'est-à-dire l'addition de forces que l'on sait inégales dans un but commun. C'est ça le mutualisme. C'est un concept de Proudhon d'ailleurs. Ce qui peut ressembler d'ailleurs au système des corporations. Alors oui, effectivement, parce que les corporations étaient interdites et donc tout le savoir, et comme je le disais en introduction, énormément de gens qui étaient des sachants, hein, en quelque sorte, avaient été décapités. Donc il y a eu une perte énorme dans le corpus de connaissances. La menuiserie, la maçonnerie, non, pas celle-là, la maçonnerie où on fait des maisons. Et la bonne maçonnerie. Bon bref. Et donc il y a eu une perte énorme. Et donc il a fallu recréer du commun. Et à l'époque, quand tu faisais du commun, on t'envoyait la police et on tirait dans la foule. Ça, vous le savez, je le sais, tout le monde le sait. Bon, non, je plaisante, tout le monde ne le sait pas. Mais c'est comme ça. Et donc le mutualisme, c'est l'addition de forces que l'on sait inégales dans un but commun, c'est refaire du commun. Donc effectivement, les anarchistes, eux, vont avoir cette tendance à dire que l'ordre naturel, ok, on le constate, mais on s'en fout. Ce qui compte, c'est nous. On veut vraiment faire du commun, on veut être chez nous, on veut qu'on nous emmerde pas. On veut construire quelque chose de solide, et on veut en fait ne pas vivre sous le diktat clergé, du pouvoir royal, etc. On veut rester chez nous. Oui, c'est-à-dire qu'il ne nie pas ces pouvoirs qui existent et qui peuvent, et même éventuellement qui doivent exister, pour certains anarchistes, pour certains anarcho-royalistes, mais par contre, ce n'est pas une fin en soi. Exactement. C'est là, on fait avec, mais que ce soit là ou pas là, finalement, si c'est là, certains estiment que peut-être ça les rapproche de leur but, certains estiment peut-être que ça les en éloigne, mais c'est pas parce que c'est là ou que c'est pas là que ça changera quelque chose pour eux, en fait. Chers amis, c'est le moment de vous rappeler de cliquer sur le pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, de commenter, de partager, ça nous fait plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la cloche pour être notifié de chaque nouvelle publication. Tout ceci est vraiment très important pour le référencement de la chaîne. Je rappelle aussi que vous pouvez nous rejoindre sur Discord et intégrer le cercle de gentilshommes le plus proche de chez vous. Nous sommes présents dans 17 régions en France. C'est l'occasion pour nous tous de nouer des liens dans le réel. Vous pouvez aussi nous soutenir sur Tipeee afin que nous puissions améliorer sans cesse la qualité de nos émissions et nous suivre sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description. Je vous parle du rififi. Alors je tiens juste à apporter un élément supplémentaire, c'est d'une certaine manière je salue en fait les anarchistes pour le critère que je vais définir, c'est cette capacité en fait qu'ils ont à ne pas se reposer sur la société ou à rejeter en fait les problématiques sur la société. Des gens qui vont être capables de s'assumer en fait d'une certaine manière et qui ont cette volonté d'autonomie, d'indépendance et qui sont du coup prêts à agir dans leur vie en fait pour que cela advienne. Et ça je trouve que il y a quelque chose de très vertueux là-dedans en fait. Sans pour autant être anarchiste, je salue tout à fait en fait cet élan de vouloir absolument être finalement un homme complet en fait, d'une certaine manière et ne pas dépendre d'un état-providence quelconque ou d'une société quelconque, et de fonctionner plus sur un principe de coopération que sur un rapport hiérarchique. Et là-dessus, il y a quelque chose de bien. Les anarchistes détestent ce que tout le monde appelle, ce que nous appelons et ce qu'ils appellent Papa État. C'est-à-dire quand Papa État il arrive et qu'il est bienveillant et qu'il commence à te dire oui,
je surveille tes communications, mais t'en fais pas, c'est pour ton bien. Oui, oui, je vais mettre des caméras près de toi, mais t'en fais pas, c'est pour ton bien, etc. Et c'est l'État qui commence à venir croquer dans ton assiette. Et avant ça, l'État-providence déjà. Alors évidemment, l'État-providence, mais si tu veux, alors là après c'est là justement tu pourrais avoir peut-être une petite distinction entre les anarchistes, les nôtres, les anarchistes on va dire de droite, et ensuite les anarchistes syndicalistes, les anarcho-syndicalistes, donc les rouges et noirs, qui eux, considèrent que qu'il y ait comme dire des caisses communes de ressources, de moyens, c'est bien. Et non seulement c'est bien, mais en plus ça doit être généralisé. Tout le monde doit participer. Mais alors que ce soit bien, c'est une chose, hein, je suis pas fondamentalement contre, mais est-ce que c'est pas la manière de faire le problème? Est-ce que justement un système de corporation serait pas plus juste qu'un système de mutualisation généralisé? Alors là, pour ma on part, rentre sur un cas concret, je suis d'accord. Ouais, si tu veux, là c'est pour le coup, moi je peux pas vraiment te répondre. En revanche, ce que je peux te conseiller de faire, c'est de lire un homme qui s'appelle Guillaume Travers. Il me semble que je vous en ai déjà parlé. Et je vous invite, les auditeurs également, à aller chercher un homme qui s'appelle Guillaume Travers, qui a fait un très très bon travail. Ses livres sont très courts. Il y en a un qui fait juste 60 pages, et il coûte rien du tout. Je vous rassure, vous n'allez pas l'acheter 20 €, mais il coûte rien du tout. Donc c'est Histoire des corporations de l'époque médiévale à la Renaissance, si je ne me trompe pas. Mais j'ai un doute sur le nom. Bref, il a écrit... Je veux juste faire, avant de digresser, parce que je voulais justement aborder ça dans ta phrase précédente. Je vais le faire tout de suite avant qu'on perde le fil. C'était une petite anecdote par rapport à un film que j'avais vu avec Jean Gabin, où justement il incarne un anarchiste dans le film. En l'occurrence, à un moment donné, il va justement émettre cette critique de ces fameux anarchistes rouges et noirs, plus socialistes qu'autre chose, et en leur expliquant que lui, il fait bien comprendre qu'en fait, le véritable anarchisme, c'est pas d'adhérer à la sécurité sociale. Eh ben moi, ce qui me les casse, c'est les faux affranchis, les pétroleurs syndiqués, les anards inscrits à la sécurité sociale. Ça refait la Chine, ça prend la Bastille et ça se prostitue dans des boulots d'esclaves. Ah, ils sont bons, les réformateurs du monde. Ou d'avoir son droit au chômage, ce genre de choses en fait. En s'assumant pleinement en tant qu'anarchiste, lui, Gabin, qui incarne ce rôle en fait, lui est un SDF en fait qui va d'un point A à un point B et qui ne cherche pas à avoir le soutien de quoi que ce soit en fait, de qui que ce soit, et qui vit sa vie d'une manière simple, humble, et mais sans demander quoi que ce soit ou sans profiter du système. Un film que je recommande à nos auditeurs hein, pour le coup. N'hésitez pas, c'est une valeur sûre ça. Vous allez vous taper des barres de rire, c'est fantastique. Excusez-moi, je reviens rapidement. Nous parlons tout à l'heure que le fait que les anarchistes privilégiaient plutôt la coopération sur l'ordre naturel, alors que les royalistes c'était plutôt l'inverse. Et effectivement, pour les royalistes, c'est l'ordre naturel qui structure les sociétés. Et ça, c'est une distinction importante. Pourquoi? Parce que très souvent, ce qui oppose les anarchistes avec les royalistes, c'est la thématique de la morale, ce qui est absurde. En gros, les anarchistes estiment que, comme traditionnellement les royalistes sont très souvent croyants, chrétiens, majoritairement catholiques, les anarchistes ont la critique suivante, c'est de dire que nous serions catholiques pour être des individus moraux, ce qui est absurde. Et ce qui est surtout contraire à l'enseignement de l'Église. Puisque l'Église, justement, explique, et c'est très clair, mais vous me corrigerez si je me trompe, après, je ne suis pas un grand spécialiste, mais ça, je le sais. Justement, ce qu'enseigne l'Église, c'est qu'il existe, et il préexiste à l'Église, ce qu'on appelle la morale naturelle. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, on n'a pas attendu l'Église pour avoir un enseignement moral. Hein. Exactement. Depuis même bien avant, en fait, on a toujours eu un fond de moralité. C'est ce qu'on appelle la règle d'or, hein, c'est le principe de base. Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Sur cette espèce de règle d'or, en fait, reposent les premières bases de la morale. Donc, le christianisme, en fait, est arrivé pour apporter plus de moralité et la structurer, mais la morale est préexistante au christianisme. Bien, tout à fait sûr. Mais du coup... Et heureusement. Et d'ailleurs, c'est dans la Bible même d'ailleurs que c'était expliqué. À un moment donné, je crois que c'est Dieu qui s'adresse à Abraham et qui dit que j'inscrirai ma loi directement dans le cœur de chaque homme pour ne pas qu'il l'oublie. Je ne sais plus si c'est bien ce passage-là. En tout cas, cette phrase est prononcée. Hein. Est-ce que finalement, c'est une réflexion qui me vient là sur l'instant, est-ce que finalement les anarchistes et les royalistes n'auraient pas tort tous les deux? Et est-ce que la vérité ne se situerait pas quelque part juste entre les deux? Je m'explique, c'est-à-dire que est-ce que de placer l'ordre naturel au-dessus de tout ou de placer la liberté individuelle au-dessus de tout, est-ce que les deux ne sont pas une erreur? Et est-ce qu'il faudrait pas les placer à un niveau égal finalement
pour arriver à quelque chose. Tu es en train d'utiliser une grille de lecture aristotélicienne. Tu es en train de te demander si l'un n'est pas un excès et l'autre un défaut. Exactement. Et si la vertu n'est pas le juste milieu. Mais tout à fait. C'est une question que je trouve assez pertinente, ça mérite réflexion. Ben, là-dessus, moi, au contraire, je suis pas du tout d'accord. Ah. C'est que, en fait, alors, moi, peut-être que j'ai manqué de clarté, dans ce cas, je m'en excuse, mais si tu veux, je ne dis pas que ce n'est pas une forme de totalitarisme. Le royaliste qui va préférer l'ordre naturel en priorité, c'est simplement parce que dans sa conception politique de la chose publique, politique, de la chose publique, c'est-à-dire de la res publica. Je sais que vous aimez ça. Ok, j'arrête. Mais très, très bonne blague, très bonne blague. C'est de l'ordre naturel que découle la politique pour le royaliste, alors que pour l'anarchiste, il y a l'ordre naturel, enfin, anarchiste de droite, bien sûr, il y a l'ordre naturel, mais c'est précisément parce qu'il y a l'ordre naturel qu'il faut s'organiser pour ne pas en avoir à subir la pure verticalité. D'accord, donc le royaliste cherche cette verticalité alors que l'anarchiste cherche à contrebalancer ça en fait. Il cherche à la contrebalancer, tout à fait. Et donc si tu veux, on est déjà dans un entre-deux. C'est justement ce qui fait qu'il est apparu cette école intellectuelle, qui est majoritairement intellectuelle, on va pas se mentir. Moi je n'ai jamais croisé d'anarcho-réalistes, des gens qui se sont définis tels quels. Je sais qu'ils existent, hein, mais je ne les ai jamais rencontrés personnellement. Mais c'est pour cette raison que nous avons justement ce chemin qui lie nos deux doctrines. C'est parce qu'en fait, c'est la reconnaissance de l'ordre naturel, à la fois celui qui reconnaît l'enseignement divin, et celui qui, au contraire, va plutôt privilégier les libertés individuelles. C'est la reconnaissance dans l'ordre naturel de la politique qui va en découler, qui fait que tu te retrouves avec des anarchistes qui, en vérité et par dépit, vont militer pour le roi. Ou du moins être intellectuellement prédisposés, parce que la majorité des anarchistes, très souvent, refusent de militer pour des raisons philosophiques. C'est la majorité, en tout cas. Mm-hmm. On parle toujours des anarchistes de droite. Hein. Mais oui. Voilà. Est-ce que ce serait plus juste Est-ce que ce serait plus juste de dire que c'est les deux faces d'une... Pardon, je voulais te couper. Oui, en fait, oui, si tu veux, c'est pas les deux faces d'une même pièce, mais c'est le raisonnement est le même. Et après, les anarchistes de droite vont considérer qu'il faut que quelqu'un tienne la boutique, comme je le disais, et la seule manière, le meilleur système qui privilégie, selon leur analyse, je prends un peu de distance vis-à-vis du sujet, selon leur analyse, le meilleur système qui garantit le plus de liberté pour avoir un État qui soit à la fois fort, pérenne, qui dure dans le temps, et qui soit, et c'est ça qui est très important, qui soit organiquement limité. Et qui n'est pas intrusif dans la vie de ses citoyens. Exactement. C'est-à-dire le fait que l'État soit organique, c'est-à-dire qu'il soit pas une bureaucratie gigantesque, une technocratie, diront les plus dingues d'entre nous, mais d'avoir une bureaucratie, plutôt que d'être face à une énorme bureaucratie, on se retrouve face à quelque chose qui est extrêmement organique, quelque chose qui est très très incarné. Et donc en fait, si jamais tu as un doute, tu peux lever les yeux de ton journal et tu vois où est-ce que le roi est. Et tu vérifies s'il est en train de t'emmerder ou s'il est loin. Et donc finalement, l'ordre naturel, comme verticalité et comme structuration de la société, est-ce qui restreint le moins les libertés individuelles? En fait, oui, si tu veux. C'est-à-dire qu'à partir du moment, toujours selon les anarchistes de droite, le fait de considérer qu'il y a un ordre naturel fait que on est plus simplement dans le je voudrais faire ça, j'ai envie de ça. Il y a un ordre. Et je vais composer avec cet ordre, qui en vérité s'impose à moi, je ne peux pas m'y soustraire, c'est impossible. Donc, à partir de ce qui me lie au mien, au commun, à mon groupe, communauté, comment est-ce que moi je peux organiser ma vie pour être le plus libre possible, c'est-à-dire le plus épanoui, le plus heureux possible. Mais ça peut passer par contre par l'expression de la violence. On recherche finalement la même chose. À peu de choses près, à quelques détails près, c'est-à-dire que au-delà du système qui est différent, on recherche finalement une possibilité de s'élever, de s'édifier spirituellement, moralement, intellectuellement, physiquement. Tout à fait. Finalement, les finalités recherchées par l'anarchiste de droite et peut-être même de gauche d'ailleurs, qui sait, et le royaliste, finalement, les finalités recherchées sont les mêmes. C'est juste les moyens qui divergent quelque peu. Et la manière de penser. Et la vision du divin, la question du divin. Et la question du divin, mais encore, comme tu l'as dit tout à l'heure, pas forcément, puisqu'il y a des anarchistes catholiques. Après, j'en ai fait mention parce qu'effectivement, c'était pour montrer justement que l'anarchisme n'est pas une idéologie, c'est une doctrine, c'est-à-dire qu'il est toujours l'expression d'une pensée, d'une pensée politique, d'une pensée structurante. Mais après, les anarchistes chrétiens
Oh, ça doit exister. Mais les mecs sont deux. Mais ils existent. Alors, Mais tu vois, ils sont deux. pour la petite anecdote, j'ai déjà rencontré des gens qui se revendiquaient anarchistes catholiques. À titre personnel, j'en ai jamais rencontré. J'en ai déjà rencontré personnellement. Oh. Voilà. Donc ça existe effectivement. Ok. Et c'est des gens qui sont pas du tout engagés politiquement, effectivement. Bah, ça, c'est des c'est gens, très ils vivent souvent. leur vie dans leur coin, ils emmerdent personne. Ouais, mais très souvent, les anarchistes généralement plutôt droitiers, disons-le clairement, plutôt droitiers ont plutôt tendance à refuser toute forme de militantisme. Oui, oui, oui. Parce que pour eux, c'est une pure perte de temps. On peut dire qu'ils sont cohérents avec leurs pensées à ce niveau. Ah, là-dessus, ça, c'est clair. Est-ce qu'on peut considérer l'anarcho rouge et noir comme un véritable anarchiste à ce moment-là, vu qu'il cherche à imposer une forme d'idéologie assez contemporain? Bah, il n'essaye pas de l'imposer non plus. Ouais. Peut-être que le mot est mal choisi dans l'imposer. C'est-à-dire mais, que dans ce sens-là, on pourrait aussi dire que nous, on n'est pas à notre place parce que on estime que le droit naturel c'est super, mais on en fait la promotion. Bah oui, mais nous, de on n'est pas l'imposer aux gens. anarchistes. Nous, on n'est pas anarchistes, on est royalistes assumés, donc. Bien sûr, mais c'est-à-dire que finalement, ils ne font ni plus ni moins que ce qu'on fait. Ils essayent de mettre en avant leur doctrine. Et c'est pas forcément parce qu'ils le mettent en avant que ça devient une idéologie. C'est juste ça que je voulais souligner. Là, je pourrais rebondir sur la vidéo qu'on a fait sur la propagande, justement, avec Malcave, donc vidéo qu'on avait fait. Et ben justement, en fait, finalement, à partir du moment où vous avez les anarchistes de gauche qui font de la propagande, bah, ils sont déjà dans une forme de construction, en fait, alors, idéologique, pas forcément, étant donné que nous, on ne propage pas une idéologie, mais ils sont dans une construction politique. Donc, en fait, ils ne sont plus dans ce qu'on peut appeler de l'énarchisme. Ils rentrent dans autre chose. Là, je suis pas d'accord pour le coup. Alors, si tu veux, pardon, j'interviens rapidement. Je vais faire très court, promis. Je vais essayer, en tout cas. Pardon. Eh bien, là-dessus, il y a débat. Même au sein des anarchistes, entre ceux, est-ce qu'à partir du moment où on est un anarcho-syndicaliste ou même un anarcho-communiste, est-ce qu'un anarcho-communiste, pardon, est-ce que c'est toujours un anarchiste? Pour moi, non. C'est même antinomique, tu peux pas être anarchiste et communiste. Alors là, c'est un vaste débat, mais la question n'est pas si évidente que ça à trancher, en fait. Bien sûr, nous allons apporter un regard naturellement militant, naturellement partisan, et félicitons-nous de le faire. Mais en fait, pour les gens qui se sont déjà intéressés aux doctrines anarchistes et aux différents penseurs, la réponse n'est pas aussi évidente que nous pourrions l'avoir. Parce que nous sommes des gens de droite, il faut bien le dire, il faut le dire. Bon. Donc, nous voyons vraiment, la réponse pour nous, elle est évidente. Si l'anarchisme, c'est l'expression et la reconnaissance du droit naturel, et on va pas se mentir, ça colle un peu avec notre modèle à nous, ça veut dire que tous ceux qui bazardent un peu l'ordre naturel pour lui préférer, une forme idéologisante de l'homme, comme peuvent le faire les anarcho-syndicalistes et les anarcho-communistes, c'est tout à fait la même chose, enfin bref, peu importe. Et ben là, pour nous, on dirait, non, ces gens-là ne sont pas anarchistes. Mais pour les gens qui étaient vraiment des gens qui étaient dans les doctrines, dans les penseurs, et ben la réponse c'est pas si évidente que ça. Alors pourquoi? Globalement parce que il faut bien comprendre que l'explosion de la pensée anarchiste, elle a lieu en même temps. C'est-à-dire que contrairement à des mécanismes historiques où les idées politiques ont évolué, la particularité de l'anarchisme, c'est que toutes ces tendances dont nous parlons depuis tout à l'heure sont apparues sur la même période, grosso modo entre 1830 et 1870. Après, bien sûr, il y aura des anarchistes, il y aura des penseurs anarchistes qui vont continuer le raisonnement, qui vont continuer d'écrire, qui vont continuer d'agir. Mais la naissance de l'anarchisme, vous pouvez considérer qu'elle apparaît dans cette période-là, et ceci en même temps. Tous ces anarchismes-là. Justement parce que l'anarchisme, contrairement à une idéologie qui pourrait, soit se pervertir, soit partir en ramification, comme le communisme, par exemple, qui, à la base, il y avait un texte, un penseur. Oh, j'exagère, mais comprenez-moi bien, c'est quand même plutôt vrai. Et ensuite, vous allez avoir, les Lénine. Après Lénine, vous allez avoir Staline. Vous allez avoir Trotsky. Vous allez avoir, donc, ça va donner plein de ramifications extrêmement complexes. Et là, pour le coup, dans l'anarchisme, toutes ces écoles sont apparues quasiment en même temps. Et vous allez avoir vraiment des gens qui vont vraiment s'intéresser, se greffer dans les mouvements syndicalistes et sociaux de leur siècle. Donc est-ce que ça s'explique pas par le fait que ces gens, finalement, recherchaient la même chose, mais avaient de base des affinités politiques différentes et donc sont partis sur des chemins qui ont divergé un petit peu, mais en gardant cette idée commune? Alors, ça dépend.
Justement. D'ailleurs, vous voyez, j'avais dit que je ferais court, mais du coup, j'ai raté. Ce que tu disais, Oui. la naissance de tous ces types d'anarchisme qui sont nés à peu de choses près en même temps sur une période de 50 ans, Oui, grosso modo. de 40 ans. Est-ce que justement ça vient pas d'un besoin de retour à quelque chose de sain, à une société saine? Parce que tu disais 1830, 1870, c'est une période qui est pas la plus clémente de l'histoire de France, et des autres pays européens non plus. C'est-à-dire que c'est une période assez tumultueuse. Est-ce que c'est pas le besoin de tout un chacun de retrouver un ordre naturel justement? Finalement. J'ajouterais même à ce que vient de poser comme question Morker, est-ce que ce n'est pas une réaction en fait au phénomène des temps, phénomène qui a été le début du libéralisme justement, la fin des corporations, tout ce qui a été l'abolition des privilèges du peuple? Est-ce qu'on n'a pas justement l'apparition de l'anarchisme en réaction virulente à cette espèce de société contre nature qu'on a commencé à nous imposer? Tout à fait. Oui, effectivement, naturellement même, je dirais, et même quelque part, heureusement, si tu veux. C'est-à-dire que tous ces gens-là, les socialisants, les anarchistes, ils étaient en rupture, mais ce qui est très intéressant, c'est que parmi ces gens-là, très peu d'entre eux avaient une formation contre-révolutionnaire. Au contraire, même la majorité d'entre eux étaient anticléricaux. Proudhon avait des mots contre l'Église qui étaient... on est au-delà du blasphème. Bon, c'était Proudhon. Hein. Et mais du coup, effectivement, par contre, ce qui est intéressant, c'est, vous voyez, beaucoup de ces gens-là, la majorité d'entre eux d'ailleurs, vont considérer que la Révolution française est actée. Ce que je veux dire par là, c'est que même chez ce qu'on pourrait appeler les anarchistes de droite, mais déjà à l'époque, très peu d'entre eux considèrent que la Révolution française est une mauvaise chose. Parce qu'en vérité, il faut bien comprendre que la Révolution française a eu lieu avec toutes les conséquences qu'elle a pu avoir, mais pour beaucoup de penseurs anarchistes, quelle que soit leur tendance, les nobles avaient eu ce qu'ils méritaient. Le roi, non. Pas tous, en tout cas. La majorité, oui. Les majorités des anarchistes considéraient que le roi avait bien fait d'être décapité. Mais c'était surtout les nobles. Ils étaient bien contents que les nobles soient fait raccourcir la tête. Oui, donc c'était plus une dent contre l'aristocratie que contre la monarchie elle-même. Je dirais plutôt la noblesse, mais oui, effectivement, c'est ça. C'est la noblesse qui était vraiment visée. Et donc, ils étaient même bien contents, et donc la majorité, la grande majorité d'entre eux, ont acté la Révolution française. Et c'est pour cette raison que très très peu d'entre eux se joindront plus tard, même intellectuellement, vers la contre-révolution. Parce qu'ils considèrent que eux, ils viennent du monde qui est arrivé juste après la Révolution française, où même certains ont pu la vivre, et en voir les conséquences, et ils considèrent que nous avons troqué un pouvoir qui était autrefois le système tripartite, le clergé, la noblesse, le tiers-état, et contre simplement une nouvelle expression. Mais globalement, c'est le même système. Le clergé, c'est les médias, les noblesses, c'est les bourgeois, et le tiers-état, c'est les prolos. Est-ce que me vient une analogie, enfin une analogie pas vraiment, mais est-ce que finalement l'anarchiste se fout du régime politique en place et n'est pas plutôt en lutte contre le libéralisme lui-même? C'est-à-dire que ce soit une royauté ou une république, est-ce que le problème vient plus de l'ultralibéralisme qu'on vit depuis la Révolution française plutôt que du système politique en lui-même? Alors, on a déjà répondu à cette question plus haut, en fait. Ah bon? Ouais, Malkia va déjà traiter le sujet, en fait, sur le libéralisme. Oui, tout à fait. Ah, pardon. Non, mais c'est pas grave. Pas de problème. Autant pour moi. C'était plus sur c'était plus sur la réaction du système anarchique qui se met en place, enfin des anarchismes qui se mettent en place. Est-ce que c'est pas justement en réaction à l'ultralibéralisme qui sévit après la Révolution? C'est plus sur la cause-conséquence ma question que sur le fait qu'il soit contre. Excuse, je suis désolé, je n'ai pas compris la question. Non, mais en fait, on lui a déjà répondu tout à l'heure. Oui, c'est-à-dire que oui, c'est contre le libéralisme, ça j'ai bien compris. Mais est-ce que les anarchistes justement n'émergent pas en réaction à cet ultralibéralisme? Ah bien sûr, évidemment. Oui, oui, pardon. C'était plus une question semi-rhétorique, juste pour conforter les gens, pour avoir un oui et pas une longue explication qui les perd. Voilà. Oui, désolé, tu as raison, c'est ma faute, je me suis égaré. Donc je vais pouvoir te répondre, mon cher Morker. Effectivement, bien sûr. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas vraiment compte, mais nous sommes face, surtout à l'époque, et à l'époque c'est très vrai, nous avons eu vraiment une toute petite minorité qui tient tous les pouvoirs exécutifs, législatifs, juridiques, les grandes industries, etc. C'est cette petite minorité qui sont les bourgeois qui ont réussi leur révolution, et tous les autres n'ayant plus les corporations pour les protéger, et la grande majorité des grands penseurs, des grands sachants des corporations avaient été exécutés lors de la Terreur puis de la Convention, et après
Bien sûr, la loi Le Chapelier n'a jamais été abrogée. Je le rappelle pour les auditeurs que la loi Le Chapelier, c'est la loi qui interdit de former une corporation de métier, qui était autrefois le système qui protégeait les travailleurs, les grands comme les petits, sous la monarchie. Bon. Et donc, effectivement, quand les anarchistes arrivent, il y a l'idée de dire que si ce qu'ils appellent l'ancien régime a chuté, c'est qu'au fond, il l'avait bien mérité, et que maintenant, le nouvel ennemi, c'est le libéralisme, et la seule manière de lutter contre le libéralisme, selon les anarchistes, c'est de refuser de jouer le jeu. Il y a plusieurs manières. Il y a la manière révolutionnaire. Tu prends des fusils, tu tues des gens, tu rentres dans le Sénat, tu tues des gens, c'est terminé. Tu plies la boutique, allez, salut. Ou alors, tu vas avoir plutôt la vision mutualiste du problème, c'est-à-dire qu'en gros, on peut se passer des pouvoirs légaux parce que nous serons notre propre police, nous aurons nos propres tribunaux, etc., etc. Ça, c'est plutôt dans les visions anarchistes, ça va plutôt être ça. C'est-à-dire, on chasse le raisonnement libéral, on s'organise entre nous d'un point de vue communautaire, alors communautaire au sens de la communauté nationale, ou du moins locale, régionale. Quand je dis communautaire, c'est pas une question ethnique, là, pour le coup. Pas encore. Bref. Donc c'est plutôt ça le raisonnement qu'ils vont avoir. C'est, on ne veut pas avoir des maîtres, on veut être avec nos égaux, avec nos pairs, et faire du commun. Il y a une volonté de s'extraire le plus possible du système en place. Tout à fait. Non, parce que quand tu parlais de l'anarchisme qui prend les fusils et puis qui rentre dans le Sénat, moi j'ai immédiatement eu la vision de l'affaire Courtois qui rentra dans le tribunal de Bordeaux pour aller juger la justice. Oui, effectivement. Et c'est bien le tribunal de Bordeaux, si je dis pas de conneries, hein, il me semble. Ouais. Bon, bah, messieurs, je pense qu'il est temps d'apporter une conclusion à tout ça. Sky, qu'as-tu pensé de... Que penses-tu de l'anarchie maintenant que tu as entendu tout ça? Eh bien, l'anarchisme, en fait, c'est une chose, comme je l'ai dit, que j'ai un certain respect, on va dire, pour les anarchistes qui sont dans cette démarche, en fait, d'autonomie et d'homme complet. Ça, c'est pas une chose qui me pose problème. Ce que je constate, c'est que c'est quand même quelque chose qui est extrêmement diversifié. Il y a beaucoup de ramifications et on n'est pas sur quelque chose de simple. On est sur quelque chose qui est complexe. Et à mon sens, beaucoup trop complexe pour être la vérité. Il y a beaucoup trop d'incohérence au sein de cette pensée. Maintenant, je la condamne pas. Je suis tout à fait compréhensif auprès des anarchistes de la première heure qui ont initié cette pensée en réaction à la monstruosité qui est toujours et qui est arrivée en grande pompe avec le libéral capitalisme. Donc en soi, c'est une réaction tout à fait naturelle qui a émergé en fait au XIXe siècle. Et aujourd'hui, je peux comprendre tous ceux qui sont encore anarchistes et qui veulent absolument quitter ce système tant qu'il est possible de le faire. Alors pour ma part, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. J'ai envie de dire que c'est assez compliqué de se revendiquer anarchiste, mais très simple de l'être. C'est la réflexion qui me vient. Et, c'est bien résumé. Et j'aimerais vous évoquer une petite citation de Georges Brassens qui disait que je suis tellement anarchiste que je marche sur les passages piétons pour pas avoir affaire à la maréchaussée. Voilà. Je sais pas si cette citation est dans le contexte, mais je la trouvais marrante. Malcave, est-ce que tu auras une petite conclusion à nous donner? Eh bien, en tout cas, je suis très content d'avoir pu participer à cette émission. J'espère que mon intervention était claire, parce que le sujet de l'anarchisme est extrêmement complexe, encore plus lorsque l'on parle des ramifications, et encore plus lorsqu'on parle de l'une d'entre elles qui est en fait assez rare, qui est l'anarcho-réalisme. Donc j'espère que j'ai pu être à la fois intéressant, concis et pertinent avec le sujet. Voilà, c'est bon, j'ai la fin. Okay. Alors je ne sais pas si tu as été concis, mais en tout cas tu as été pertinent et très intéressant, Malika. Voilà, concis, je dirais pas, je sais pas, mais pertinent et très intéressant, ça certainement. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir fait cette émission avec moi. C'était vraiment très bien. J'espère que nos auditeurs seront intéressés. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que ça a changé votre point de vue sur l'anarchie? Est-ce que vous connaissiez déjà tout ça? Est-ce que vous connaissez des anarcho-royalistes? N'hésitez pas à nous le dire aussi. Exactement, vous pouvez les renvoyer sur le Discord du Cercle Richelieu. Nous serons très heureux de les accueillir. Hein. On n'est pas du tout sectaire. Au contraire, on essaye d'unir tous les royalistes de France. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous êtes les bienvenus. Merci et à ciao, bonsoir. Au revoir. Et vive le roi. Merci à tous, et vive le roi. Vive le roi. La bagarre.